aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Oui, je pense que la peur qu'on nous inculque dès toute petite fille, notamment à nous les femmes, des hommes, mais peut-être d'ailleurs aussi aux garçons, ou quand on sort les premières fois, on nous dit fais attention, et vraiment depuis, ça c'est déjà quand on est adolescente, mais depuis toute petite, il y a cette idée qu'il faut faire attention à l'autre. Moi, je dirais qu'il faut porter de l'attention à l'autre, mais qu'il faut se réjouir, de pouvoir se réjouir de la rencontre. Et je rêve d'une éducation où on dise aux filles, d'abord, réjouis-toi. Et puis oui, à propos, prends soin de toi. Mais pas fais attention à l'autre, parce que ça instille la peur, ça instille la possibilité que l'autre va nous faire du mal plutôt que nous apporter de la joie et du plaisir, et ça c'est extrêmement délétère en fait dans la construction de la relation. Oui, la peur du sexe masculin en tant que tel, parce que quand on dit à une fille fais bien attention, en fait, tout ce qui est sous-entendu, c'est fais attention de ne pas être violée, fais attention que le sexe de l'homme ne te fasse pas du mal, fais attention de ne pas te retrouver enceinte. Donc en fait, on dit fais attention, mais ce à quoi il est sous-entendu qu'on doit faire attention, c'est effectivement au sexe de l'homme. Alors que, oui, bien sûr, prends soin de toi, fais attention à ce dont tu ne veux pas, mais pas fondamentalement. Fais attention, fondamentalement, le sexe de l'homme, il est là pour donner le plaisir et la vie, pas forcément ensemble, mais possiblement ensemble. Et c'est une chose dont il faudrait que chaque jeune fille, chaque jeune femme puisse se réjouir et non pas avoir peur. Et c'est vrai que le fait d'instiller la peur chez les filles génère forcément en vis-à-vis la possibilité qu'on peut faire du mal. Donc en fait, les hommes face aux filles qui ont peur se disent oui, j'ai là un instrument qui effectivement peut faire du mal. Alors que si ils ont face en eux, dans la réception d'eux-mêmes, que quelqu'un qui se réjouit du bonheur qui peut être trouvé dans la rencontre, à ce moment-là, la possibilité même de faire mal, de faire du mal avec le sexe, se défait d'une certaine manière très naturellement. Oui, je me plais à dire que si nous étions plus phallophiles, ils seraient moins phallocrates. Je pense que la fidélité essentielle pour moi, c'est la fidélité de chacun par rapport à soi-même, par rapport à ce qu'il est vraiment. Cette idée de se rapprocher de ce qu'on est fondamentalement, c'est ça la vraie fidélité. En fait, la fidélité au sein du couple, finalement, on la définit comme ne pas avoir de relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. Mais il y a 1000 autres manières d'être fidèle. Il peut y avoir en fait la durée d'une relation, qu'il y ait ou pas d'autres relations, notamment sexuelles. Finalement, quelle importance! La fidélité, ça peut être l'attention portée à l'autre et à ses besoins dans la durée, mais la fidélité jurée au moment du mariage, telle qu'elle est comprise, c'est-à-dire ne pas avoir de relation sexuelle avec une autre personne que celle par rapport à laquelle on s'engage, ça me paraît être en fait porteur fondamentalement et dans la plupart des cas, en tout cas, d'une hypocrisie dès le départ, qui je pense aussi est finalement délétère pour la construction du couple. J'aime à citer cet homme qui me disait, moi je veux pas me marier parce que je veux pas jurer ça, ou alors je veux jurer amour et infidélité. Donc montrant bien par là que le fait d'aimer quelqu'un et de l'aimer fidèlement pour ce qu'il est, pour ce qu'il est vraiment, en se rapprochant de lui-même, en aidant aussi cette personne d'une certaine façon à s'approcher de ses propres désirs, n'a rien à voir avec le fait d'avoir d'autres relations en parallèle qui peuvent aussi être d'ailleurs très belles et très riches. C'est pas qu'il y ait une relation principale et puis d'autres à côté, il peut y avoir plusieurs relations très belles en parallèle. Oui, moi je pense que
l'infidélité dans une relation, c'est de tromper l'autre par rapport à ce qu'il est vraiment. C'est pas forcément faire plus de ceci ou plus de cela avec quelqu'un d'autre, rire plus ou avoir plus de relations sexuelles. Enfin, ça se compte pas d'ailleurs, ni les minutes de rire ne se comptent, parce qu'alors après, il faut dire mais je ris plus profondément avec celle-ci ou celle-là. Je crois que on est infidèle quand on n'aime pas. En fait, si on aime et qu'on aime vraiment la personne, eh bien, il y a une fidélité qui s'installe par l'intermédiaire de l'amour même. C'est l'amour même qui est fidèle. C'est pas de faire ceci ou cela avec une autre personne. Et j'aime prendre cet exemple parce que je pense qu'il est très troublant. J'ai une première fille, elle s'appelle Ada. Je l'adore. Elle est la chair de ma chair, le sang de mon sang, comme on dit. Elle est tout pour moi, et sensuellement et psychologiquement. Et puis j'ai une deuxième fille qui s'appelle Cyril, qui est différente, qui est plus fragile, plus drôle. Et je l'adore. Est-ce que je trompe Ada en aimant Cyril? Et puis j'ai Rachel, et puis il y a Roxane, et puis il y a tant de jeunes femmes que j'aime presque comme mes filles. Est-ce que je trompe mes filles en aimant d'autres personnes? Bien sûr que non. En fait, chaque fois, j'apprends à aimer mieux. Et j'apprends à aimer davantage. Et en aimant mes 4 filles, j'apprends à avoir des relations plus belles et plus profondes avec beaucoup de jeunes femmes qui m'entourent. Si on aime vraiment la personne pour ce qu'elle est, on ne peut pas la tromper. Alors bien sûr, les gens me disent, mais vous êtes idiote, Madame Paula, là vous nous parlez d'amour maternel, nous on vous parle d'amour de couple. L'amour du couple, c'est exclusif. Je dis, ah oui? Et qui a dit que c'était exclusif? Est-ce que le fait d'aimer plusieurs personnes, en fait, c'est tromper? Moi, je propose que non. Et je dis qu'en aimant plusieurs personnes, peut-être qu'on les aime toutes mieux, possiblement, et que l'important, c'est de les aimer vraiment pour ce qu'elles sont, et de contribuer aussi à faire s'épanouir et fleurir dans les personnes qu'on aime ce qu'elles ont de meilleur et ce qu'elles ont envie de révéler. J'ai toujours remarqué que les femmes aiment les musiciens. Bien sûr, il y a Roméo et Juliette, mais vous aussi, j'en suis certaine. Vous avez remarqué que lorsque on va dans un café et quelqu'un chante à la guitare, tous les regards féminins sont tournés vers lui. Et c'est pas seulement à la guitare, c'est en général le chant de l'homme, la musique faite par l'homme attire le regard et le cœur de la femme. Et je m'étais toujours dit, oui, c'est parce que c'est romantique, la musique. Et puis, un moine de Ligugé m'a parlé de ce qu'était pour lui la masculinité et m'a éclairé sur une possibilité tout à fait différente. Il est maître du chœur à l'abbaye de Ligugé et il m'a expliqué que d'une certaine façon, l'élévation de la voix à l'extérieur du corps était comme un équivalent éjaculatoire, notamment pour ces hommes qui choisissent en fait d'exprimer leur masculinité autrement que dans la relation physique avec une femme. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais si les femmes aimaient les musiciens, parce qu'en fait, il y a une promesse en fait de quelque chose à venir, d'une saveur, d'un sperme qui va venir dans une relation autre que celle musicale, mais qui est comme annoncée par la musique, ce serait évidemment très beau. Alors, en parlant avec des compositeurs, eux, par contre, me disent, oui, mais les femmes aussi, quand elles font de la musique, ça peut être extraordinairement sensuel, mais je vous rappelle que les femmes également émettent des substances merveilleuses et attirantes dans la relation et que cela non plus n'est pas l'exclusif de l'homme. Oui, bien sûr, désirer, c'est toujours prendre un risque, c'est prendre le risque de ne pas pouvoir assouvir le désir. Mais en fait, ce que les hommes m'ont dit tout au long de ce livre, c'est que ce qu'ils désirent vraiment, c'est désirer. Et c'est pas tant la jouissance qui équivaut d'une certaine façon à la fin d'un cycle, qui peut recommencer bien sûr tout de suite après, mais néanmoins qui est comme une sorte de petite mort, comme on l'appelle souvent, et que ce qui compte, c'est le désir, c'est l'énergie vitale, c'est d'être dans le désir. Et
dans cette acceptation-là du désir, qui ne demande pas forcément à être satisfait, mais qui se nourrit de lui-même, qui se nourrit de l'énergie vitale, à ce moment-là, bien évidemment, le plus grand des risques serait de ne pas désirer, parce que de ne pas désirer, c'est la fin de la vie. Et donc, prenons le petit risque de désirer de grandes choses qui ne seront peut-être pas assouvies, peut-être pas entièrement, mais qui nous entretiennent dans la joie de vivre et dans cette énergie qui va de l'avant et de cet élan vers l'autre. Je pense que la fin du désir, c'est une fin, mais c'est pas toujours une fin absolue. On peut retomber amoureux de quelqu'un. Ça arrive d'ailleurs très souvent. On peut se remettre à redésirer quelqu'un qu'on a arrêté de désirer. Et donc, je crois que lorsque le désir s'arrête par rapport à une personne, il faut trouver des moyens de le réalimenter, ce désir, pour entendre bien sûr que ce n'est pas la fin du désir dans son entièreté, la fin du désir de vivre, parce que ça, évidemment, c'est une vraie fin. Ça peut être une dépression transitoire où il va falloir là aussi sortir de cette faute morale que dit Lacan à propos de la dépression et retrouver en soi l'énergie vitale et le désir général qui ensuite peut aussi revenir dans le désir par rapport à une personne spécifique. Je pense que nous ne sommes certainement pas tous égaux, parce que d'une façon générale, nous ne sommes pas égaux, nous sommes tous extraordinairement différents, et là aussi. Et puis, la question de savoir est-ce que nous sommes tous égaux devant le désir, elle se divise en fait en deux questions, parce que c'est devant le désir que l'autre éprouve pour moi, et puis il y a le désir que moi j'éprouve pour l'autre. Alors, j'essaye en fait d'annuler la question comment je me sens devant le désir que l'autre éprouve pour moi et de dire je voudrais pas être un objet du désir. C'est une question qui a beaucoup été posée en fait par les féministes, de savoir est-ce qu'on doit être un objet du désir ou pas, et plutôt avec la réponse non. Mais moi j'aimerais en fait annuler cette question-là et la renverser et dire soyons des sujets du désir. Nous, notamment les femmes, trouvons notre désir en nous et oublions le fait d'être un objet du désir, même si bien sûr c'est toujours plus agréable d'être désiré que de ne pas l'être. Voilà, soyons désirantes et cultivons le désir. Et si nous ne sommes pas toutes égales au départ devant nos propres désirs pour des raisons d'éducation, parce qu'on nous a peut-être appris que désirer n'était pas bien, eh bien, essayons d'abattre ces barrières que l'éducation a mises à nos désirs. Essayons de les chercher au fond de nous en les identifiant d'abord. Quelles sont les barrières que nous avons mises dans notre tête, qui sont en général les barreaux les plus puissants à notre liberté, que nous avons mises ou que nous avons laissé mettre dans notre tête par l'éducation, par la société face à nos propres désirs. Comment? En les identifiant d'abord, en identifiant les barreaux mis contre nos propres désirs, soit par nous-mêmes, soit par notre éducation ou par la société, parce que c'est vrai que les barreaux les plus solides sont ceux que nous mettons nous-mêmes ou qu'on nous met à l'intérieur de la tête, bien plus solides encore que ceux qui sont physiques ou extérieurs. Identifions-les et puis essayons de les abattre avec la raison et en ouvrant petit à petit, en ouvrant les bras, en ouvrant le corps, en ouvrant le cœur à la possibilité du désir que nous éprouvons de vivre, de voyager, de découvrir, de manger, d'aimer l'autre, d'aimer les autres, de les aimer tous, et le désir de cette rencontre de l'autre et de l'amour de l'autre qui est fondamental à la beauté de l'existence.